théoriquement, elle est suffisante pour gouverner. C'est-à-dire couper l'omelette par les deux bouts, comme le disait à l'époque Alain Juppé, c'est-à-dire un gouvernement. Ce serait pas forcément tout le monde au gouvernement, mais en tout cas un accord électoral à l'Assemblée qui permettrait aux uns et aux autres. Sans les deux extrêmes. Voilà, sans les deux extrêmes, mais c'est la gauche, une partie de la gauche, le Parti socialiste pour l'instant. Et on voit sur l'interview d'Olivier Faure, pour l'instant, leur différence, c'est sur la démission d'Emmanuel Macron. Mais sur le Parti socialiste, l'appareil socialiste n'accepte toujours pas l'idée de gouverner sans les insoumis. Je crois qu'il faut distinguer effectivement les deux échéances électorales quand même, parce que sur les législatives, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire les socialistes sont toujours prisonniers de leur accord avec les insoumis et ils font passer leurs intérêts électoraux, leur élection éventuelle avant d'autres considérations. Ce qui explique la position d'Olivier Faure et qui est toujours dans la main de Jean-Luc Mélenchon. Sur le municipal, c'est un peu différent parce que les insoumis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voulaient faire battre un certain nombre de maires socialistes et qui présenteront des candidats contre cela. Par exemple, Mickaël Delafosse à Montpellier, mais c'est aussi le cas à Paris d'ailleurs. C'est-à-dire que un accord entre les insoumis et les socialistes à l'échelle nationale dans la plupart des grandes villes, en tout cas les insoumis n'en veulent pas. Ils dénoncent d'ailleurs, comme souvent sur bien des sujets, les trahisons supposées selon eux de ces maires socialistes. Donc on voit à nouveau d'ailleurs dans ce domaine-là à quel point la position des socialistes est compliquée. C'est-à-dire qu'ils s'acharnent à rester alliés à des gens qui en quelque sorte, sans arrêt, les dénoncent, les fustigent, pointent leur supposée trahison. Ce qui est intéressant dans l'entretien d'Olivier Faure aussi, à nos confrères du Monde de ce matin, c'est qu'il écarte là définitivement et très clairement l'hypothèse Bernard Cazeneuve. Oui. On sait que Bernard Cazeneuve avait été évoqué l'été dernier, lorsque alors elle n'avait pas été validée par le Bureau national du PS. Pour autant, Olivier Faure disait non, moi j'y suis pour rien, et nous n'aurions pas censuré Bernard Cazeneuve. C'est un faux procès qu'on me fait. Il l'a dit après, oui. C'est explicite là dans le Monde. Il explique que Bernard Cazeneuve n'a pas soutenu Raphaël Glucksmann, selon lui, en tout cas n'a pas soutenu le NFP, a claqué la porte du PS, etc., etc. Et donc il est hors de question que ce soit Bernard Cazeneuve à Matignon. Donc ça ferme quand même une porte supplémentaire. Et c'est vrai que juste si on refait le film de ces dernières semaines, on s'aperçoit que la stratégie utilisée par Marine Le Pen, même si son choix de censurer est extrêmement risqué pour elle, comme vous le disiez tout à l'heure, ça je le partage tout à fait, mais a consisté en entretenant le flou sur sa position sur la motion de censure, à effectivement faire monter les enchères auprès de Michel Barnier, à peser dans ce débat, à se retrouver au centre du jeu, à prétendre même parler au nom du pouvoir d'achat des classes populaires, ce que n'ont pas fait les socialistes, parce qu'ils ont d'emblée dit qu'ils voteraient la motion de censure. Et c'est vrai que Michel Barnier n'avait pas vraiment de raison ces derniers jours de se tourner vers des gens qui disaient d'emblée qu'ils voteraient de toute façon la motion de censure. Si Olivier Faure et les socialistes avaient entretenu le suspense sur leur vote, et peut-être d'ailleurs négocié en quelque sorte un projet de loi sur la proportionnelle au printemps prochain pour se détacher de l'emprise des insoumis, ils auraient sans doute retrouvé un rôle beaucoup plus central. C'est pas le cas pour l'heure. Ils ont manqué de stratégie du coup les socialistes. François Hollande de son côté lui aussi, il réclame pas la démission du président de la République. Mais il votera la censure. Oui, il votera la censure comme à peu près l'ensemble du groupe PS. Alors il y a quelques socialistes qui ne la voteront pas, mais c'est vraiment à la marge. En tout cas, on verra ce soir. On ira analyser ces votes-là. Ils assument le saut dans l'inconnu, c'est ça? Ils assument, mais parce que c'est aussi leur façon de rester ancrés à gauche au moment où LFI tente sans cesse de leur coller l'étiquette de trahison, toujours liée au quinquennat Hollande. Et donc, comme il y a ce bras de fer LFI-PS qui s'est renforcé avec la dissolution, puisque le PS a pris plus de poids sur la scène politique, c'est pour ça qu'ils avancent un peu comme ça. Et juste une dernière notion, c'est qu'il y a aussi la notion de l'électorat qui a besoin d'unité. Et donc, c'est compliqué aussi pour le PS de se mettre totalement à dos LFI, parce que ça voudrait dire rompre l'unité de la gauche et aussi décevoir une partie de l'électorat. Gilles. Il y a effectivement cette énorme appétence pour l'union dans l'électorat de gauche, et il y a deux choses dont Victoria a parlé aussi, c'est le rejet de la politique de François Hollande et le rejet d'Emmanuel Macron. Beaucoup d'élus nous disent, mais vous ne vous rendez pas compte, la détestation d'Emmanuel Macron dans les rangs, je ne vous parle pas des insoumis, dans les rangs socialistes. Nous avons retrouvé du crédit auprès de nos électeurs quand nous avons rompu clairement avec les années François Hollande et quand on est dans une opposition très claire à Emmanuel Macron. Il dit c'est assez compliqué pour nous de retourner. Nos électeurs ont voté pour nous parce qu'on était l'opposition à Emmanuel Macron. Vous êtes bien gentil à nous expliquer ce qu'on doit faire comme accord électoral. Mais enfin, si je refais un pas vers Emmanuel Macron, je suis mort auprès de mes électeurs. Et alors, on peut trouver que ça leur fait mener une politique qui n'est pas très conforme à leurs convictions profondes. Mais enfin, voilà, dans la démocratie, il y a des électeurs et il faut aussi les entendre. Merci beaucoup à tous les trois. Je signale l'édition spéciale à partir de 15h sur France Info pour suivre ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, ce jour historique.
il faut bien le dire. Le gouvernement Barnier va peut-être tomber ce soir en fin d'après-midi. Merci beaucoup à tous les trois. Il y en a une sur France 2 aussi, si ça vous intéresse. Eh ben allons-y. Je fais de la concurrence. Hein. Service public. France Info, ou les deux en même temps. France Info, France Info Télé, puis France 2, allons-y. Merci beaucoup à tous les trois. Victoria Cossa. Moi, je trouve que France Info, c'est mieux. Hein. Je dis pas ça parce que j'y travaille. Mais... J'ai envie d'être copain, d'être solidaire, allons-y. Victoria Cossa, journaliste au service politique de France Info, merci à vous. Le Brief Politique, c'est chaque matin, 7h24. Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info Télé, canal 27. Tout à fait. Merci à vous, Renaud. Merci, Zaya. Et puis, il y a les informés aussi ce soir à 20h avec Jean-Rémy Baudot et Agathe Lambray. Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair, jour J pour Michel Barnier. Vote de censure cet après-midi à partir de 16h. Alors tombera pas et qui pour le remplacer à Matignon? L'Info C'est Clair est intitulé Michel Barnier, la sentence et après. Nos invités, Jean-Michel Salvatore, vous êtes chroniqueur à l'Opinion. En une de l'Opinion aujourd'hui, la crise de régime qui vient. Adrien Brachet, vous êtes journaliste politique pour Le Point, vous êtes contributeur à la Fondation Jean Jaurès. Laure Salvin, directrice générale de Verian France, c'est l'ex-Cantar Public. Et Léonard Zerbib, vous êtes avocat chargé d'enseignement en droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci de participer à cette émission. Je vous propose pour commencer d'aller là où tout va se jouer aujourd'hui, l'Assemblée nationale, où l'on retrouve Gilles Papin. Bonjour Gilles. Alors, les députés doivent aujourd'hui sceller le sort du Premier ministre. Quel est le déroulé de la journée d'ailleurs ? Alors c'est aux alentours de 16h30, selon ici les dernières informations de l'Assemblée nationale, qu'arriveront dans l'hémicycle les deux motions de censure. Ce sera tout d'abord celle de la gauche qui sera examinée. Éric Coquerel, le député de la France Insoumise, montera à la tribune pour porter cette motion. 10 minutes d'intervention. Il sera suivi de Marine Le Pen qui, elle, portera la motion du Rassemblement national et de son allié de l'UDR, les parlementaires d'Éric Ciotti. Ensuite, chaque orateur de chaque groupe parlementaire prendra la parole. Généralement, ce sont les présidents de groupe qui s'expriment. Ils seront donc 9, plus un député non inscrit. Des prises de parole qui devraient durer environ 2h30, 2h40. Ce sera au tour du gouvernement de s'exprimer. Ce sera donc Michel Barnier qui montera à la tribune pour répondre à ces orateurs. Et l'on passera ensuite au vote. Ce sera d'abord la motion de la gauche qui sera mise au vote. Et donc ce sera dans un salon adjacent à l'hémicycle, 45 minutes de vote. Et si le Rassemblement national fait ce qu'il dit depuis 2 jours, eh bien, il votera cette motion et on sera au-dessus des 288 voix nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Ça veut dire qu'on ne votera même pas la motion de censure du Rassemblement national. Selon le bureau de l'Assemblée ici, on nous indique qu'on sera fixé aux alentours de 19h30, 19h45. Eh bien, merci pour ce point, c'était très clair. Merci Gilles Papin. Alors, les députés voteront ou ne voteront-ils pas la censure? Je vous propose de revenir sur l'intervention hier soir de Michel Barnier, qui se voulait, malgré tout, optimiste. Sujet de Manon Aoustin. Je pense que l'intérêt supérieur du pays, le bien commun, l'intérêt national, ça veut dire quelque chose. Le locataire de Matignon devra-t-il quitter son poste ce soir? Il a demandé un sursaut aux 577 députés de l'Assemblée nationale. Chacune a une part de responsabilité devant les Français, devant les électeurs de sa circonscription, et puis devant la France aussi, qui est dans un moment assez grave. Le Premier ministre prévient, en cas de censure, impossible d'indexer le barème des impôts sur l'inflation dans le budget 2025. 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter, d'autres en payeront pour la première fois. Michel Barnier accuse Marine Le Pen de chantage lors de leur dernière négociation. La présidente du RN, qui a l'intention de voter la motion de censure de la gauche, s'est montrée sans appel. En inscrivant son budget dans la continuité catastrophique d'Emmanuel Macron, le Premier ministre ne pouvait qu'échouer. À gauche, le Parti socialiste dresse déjà le bilan de la méthode Barnier.
Respecter les oppositions, ce n'est pas les écraser. Et c'est ça l'échec de la méthode Barnier. C'est pas avec une posture martiale, un ton déterminé, mais finalement une déconnexion terrible, qu'il arrivera à rester Premier ministre. De son côté, Gérard Larcher a mis en garde contre l'instabilité et les incohérences d'une censure qui verrait tomber le gouvernement le plus court de la Ve République. Alors Jean-Michel Salvatore, retour sur cette intervention de Michel Barnier qui est assez solennelle. C'était à Matignon, TF1 et France 2 convoqués pour le 20h sous les dorures de la République. Moi, je l'ai trouvé bon, je l'ai trouvé combatif, mais je l'ai trouvé sans illusion. C'est-à-dire qu'il sait très bien que c'est fichu, sauf miracle, il sait très bien qu'on est dans une logique de censure. Le Front National, le Rassemblement National est allé beaucoup trop loin dans la critique pour pouvoir se déjuger aujourd'hui. Les socialistes ont dit également qu'eux aussi voteraient. Donc, il est tout à fait lucide. Il a répété une fois de plus tous les arguments qui ont été ressassés ces derniers jours pour prendre à témoin les Français. Mais il sait très bien que c'est terminé pour lui. Et il a même exclu, d'une certaine façon, d'être reconduit à Matignon, puisqu'il a dit que ça n'aurait aucun sens qu'on me renomme. Donc, il voit bien que la partie est terminée. Adrien Brachet, alors peut-être que le comportement disait que la partie était terminée, mais le phrasé disait autre chose, à tel point que je vous donne par exemple cette une du Courrier de l'Ouest. Michel Barnier espère encore éviter la censure. Il a appelé à la responsabilité des députés en disant chacun d'entre eux possède à titre individuel le destin du pays. Mais comme on le disait, c'est aussi une façon d'essayer de se montrer combatif jusqu'au bout, de montrer que jusqu'au bout, il aura essayé. Mais au fond, au-delà des oppositions, je pense que Michel Barnier est victime aussi de deux choses. D'abord, peut-être une forme de naïveté au cours du mois de novembre où il y a eu, je pense, une forme d'excès de confiance sur le fait que Marine Le Pen ne voterait pas la censure, c'est-à-dire que tout le monde, plus ou moins dans le monde politique, avait une forme de certitude en disant elle ne voudra pas être l'agent du chaos, donc elle ne le fera pas. Donc je pense que là-dessus, Michel Barnier n'a peut-être pas suffisamment été prévoyant. Et il a été victime aussi, Michel Barnier, de son propre camp. Il faut se rappeler les coups de pression de Gabriel Attal, de Laurent Wauquiez, de Gérald Darmanin. Et tout ça ne l'a pas aidé aussi à solidifier son propre bloc. Donc la question de la responsabilité, elle se pose pour les oppositions. Elle se pose aussi pour son fameux socle commun, comme il avait appelé le bloc sur lequel il s'appuyait. Laure Salvin, Michel Barnier qui a sous-estimé le pouvoir de nuisance de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a quand même durci son jeu. Et hier, comme s'il n'y croyait plus ou comme s'il avait eu un sursaut d'orgueil, il n'a fait aucun appel. Il a même dénoncé le chantage de Marine Le Pen et il n'a fait aucune nouvelle concession. Quel a été, je veux dire, dans la séquence que nous vivons, est-ce qu'on peut parler d'un changement de pied du Rassemblement national à la faveur, je ne sais pas, votre regard sur ce changement de pied du Rassemblement national? Oui, c'est vrai que certains même ont parlé de coup de sang de Marine Le Pen, comme si elle s'était réveillée, effectivement, très surprise aussi par la décision de justice et ses affaires. Ça a joué, selon vous, ce réquisitoire? On a l'impression, en tout cas, effectivement, qu'à partir de ce moment-là, et d'ailleurs on l'a vu sur les images de Marine Le Pen au tribunal, elle a été très surprise quand même. Elle ne s'attendait pas peut-être à un verdict aussi dur et aussi radical, avec cette question d'inéligibilité, donc qui pourrait être appliquée très rapidement. Le 31 mars. Donc voilà, alors, on ne sait pas si effectivement, quelque part, ça a été une réaction par rapport à ça en se disant alors je vais peut-être pas me laisser faire parce que Marine Le Pen, elle est pour le coup très combative, elle a toujours aimé le combat et donc elle s'est peut-être dit alors là je prends ma revanche, je vais prendre ma revanche et puisqu'on m'attaque, je vais aussi attaquer, quitte à ce que effectivement je perde en responsabilité. Et c'est vrai que quand on regarde les sondages d'opinion, Marine Le Pen, elle avait quand même élargi son socle de soutien. On se rappelle, on commentait il y a quelques mois, effectivement, le rattachement de sympathisants de droite traditionnels qui sont allés effectivement soutenir Marine Le Pen. Et là, on a le sentiment qu'elle se recentre au contraire sur le noyau dur de son électorat, quelque part pour le satisfaire aussi, parce que les sympathisants RN disent mais moi là ça me convient pas du tout ces alliances potentielles avec le gouvernement Barnier et donc le président Macron. Donc il y a peut-être ces deux facteurs
d'un côté, voilà cette combativité qui revient, cette combativité naturelle qui revient, et puis d'un autre côté, la volonté de rassurer aussi son électorat traditionnel, Son noyau dur. Son noyau dur, effectivement, en disant, effectivement, j'apparais comme la principale opposition à ce gouvernement. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que auprès de son électorat, le Rassemblement national a perdu des points, d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que... Il apparaissait comme la béquille du gouvernement ? Pas tout à fait, pas jusque-là, mais c'est vrai que elle était moins présente comme figure d'opposition, alors que le RN s'est construit vraiment dans cette figure d'opposition. Jean-Michel Salvatore ? Oui, c'est un petit peu le retour de la stratégie anti-système du Rassemblement national. Alors, je ne sais pas ce qui a le plus joué dans le changement de pied de Marine Le Pen. Moi, je me demande si l'élection américaine n'a pas joué son rôle finalement, parce elle était dans une stratégie de respectabilité, de notabilisation, la stratégie de la cravate. Bon, tout ça a volé en éclats pour une stratégie qui est la stratégie initiale, finalement, et originelle du Rassemblement national et du Front national, qui est la stratégie anti-système. Et je me demande si finalement, le fait de voir Donald Trump gagner comme il a gagné, est-ce que ça ne l'a pas inspiré ? Est-ce qu'elle ne s'est pas dit, au fond, finalement, c'est peut-être ça ce qui nous fera gagner ? Alors, Léonard Zerbib, on entend beaucoup, il n'y a pas que les députés du Rassemblement national, il y a aussi les députés du Parti socialiste qui auraient pu et qui pourraient ne pas voter la censure cet après-midi. Ils sont 66, donc théoriquement, s'ils ne votent pas la censure, Michel Barnier est sauvé, hein. Effectivement, pour que la motion de censure soit adoptée, il faut une majorité particulière, c'est-à-dire la majorité des membres de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut 289 voix minimum pour, quel que soit d'ailleurs le nombre de présents dans l'hémicycle. Donc effectivement, pour qu'on ait ce seuil qui soit franchi,